Bonjour à tous, nous vous remercions d'être venus aujourd'hui et vous souhaitons la bienvenue à cette table ronde, au cours de laquelle nous allons évoquer les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Avant de présenter nos intervenants qui nous font l'honneur d'être parmi nous en cette fin d'après-midi, j'aimerais citer l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui déclarait dans un discours en 2005 que si aujourd'hui les États-Unis écoutent davantage l'Europe, c'est à mon sens parce que nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'il vaille la peine de nous écouter. Si les États-Unis voient de plus en plus dans les relations transatlantiques un moyen d'agir ensemble pour promouvoir la démocratie et la liberté, c'est parce que nous avons montré que nous pouvions obtenir des résultats sur la scène mondiale. Mais alors, pourquoi dire que pile les États-Unis gagnent, face l'Union européenne perd? Y a-t-il lieu de penser cela? Pour y répondre et apporter de précieux éclaircissements sur la question, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui M. Édouard Boursieux, représentant de la Commission européenne pour les affaires commerciales en France. Nous accueillons également M. Jean-Christophe Gras, professeur de Relations internationales à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales de l'Université de Lausanne. Et enfin, nous accueillons M. Grégory Vanel, professeur assistant à GEM. Notre table ronde va débuter avec M. Boursieux, et nous les remercions d'être venus aujourd'hui. Merci, bonsoir à tous. Moi, je voudrais commencer par revenir sur le thème du festival, avant d'en venir au thème de cette table ronde. Le thème du festival qui est des unions européennes, avec un point d'interrogation, pour dire que c'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui, évidemment d'un point de vue interne, avec les difficultés qu'on peut avoir à l'intérieur de l'Union européenne, mais surtout d'un point de vue externe, si on se place à l'échelle mondiale, dans un monde qui est de plus en plus dangereux et menaçant, dans un monde de géants, on a absolument besoin, si on veut pouvoir défendre nos intérêts, les intérêts des Européens, de faire preuve d'unité par rapport à nos partenaires, concurrents, adversaires à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, des États-Unis ou d'autres. Évidemment, les États-Unis, de ce point de vue-là, posent des questions fondamentales depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avec une politique qui est extrêmement agressive, avec beaucoup de défis, de menaces, même d'agressions qui ont pu avoir lieu sur le plan commercial de la part des États-Unis. Moi, le message que je voudrais vous faire passer sur ce sujet ce soir, et on pourra en reparler de manière plus approfondie, c'est que sur ce sujet, en réalité, il y a un paradoxe qui est que, donc, de manière tout à fait paradoxale, la politique américaine, comme la politique chinoise, les dangers et les menaces qui viennent de nos partenaires, a finalement pour effet de renforcer l'unité des Européens, nous force à resserrer les rangs, nous force à répondre de manière unie. Et plus la politique est agressive et violente, plus la réponse européenne est unie, comme on l'a vu avec les États-Unis au mois de mai et de juin de l'année dernière sur la question de l'acier et de l'aluminium. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on retrouve à la fois vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine aussi, dans le passé récent, vis-à-vis du Royaume-Uni, notamment y compris face à des stratégies de la part de nos partenaires États-Unis, Chine, Royaume-Uni, qui cherchent à nous diviser. Dans tous les cas, il y a eu une réaction comme ça de la part des Européens de, au contraire, chercher l'unité, ne pas se laisser diviser, sachant que la désunion était automatiquement, immédiatement synonyme de faiblesse et de mise en difficulté. Et là, je crois qu'il y a un effet dynamique qui est vraiment très important pour l'avenir de l'Europe, un effet d'apprentissage, en fait, de la valeur de l'unité, de la force que ça nous donne, qui sera quelque chose de très important dans le futur, qui restera de toutes ces crises. Ça, c'est le premier point sur le thème général du festival. Maintenant, si on vient au thème de cette session en particulier sur les États-Unis, pile je gagne, face tu perds. Un titre évidemment provocateur sur les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est un titre très intéressant, pas seulement parce qu'il est provocateur, mais parce qu'il dit aussi beaucoup de choses. Il fait écho à une certaine vision qui est assez prégnante en France de l'Europe et des États-Unis.
où, si on écoute beaucoup d'éditorialistes, finalement, la plupart des éditorialistes ont tendance à présenter l'Union européenne comme inéluctablement faible, naïve, l'idiot du village global, forcément le dindon de la farce des évolutions internationales, des tensions internationales, le spectatrice des tensions internationales sans être capable d'agir, et forcément au contraire les États-Unis comme une puissance extrêmement cohérente, extrêmement forte, capable d'imposer ses intérêts à l'échelle mondiale. Donc moi, je voudrais prendre un peu le contre-pied de cette vision qui est extrêmement répandue en France. Je laisserai aux autres intervenants le privilège de défendre les États-Unis. Et donc je voudrais plutôt souligner les forces de l'Union européenne qui sont réelles sur ces questions. Il y a évidemment aussi des difficultés, il y a des dissensions, il y a des limites à nos forces et à nos instruments. Mais on a des forces qu'on ne doit pas sous-estimer. Et à l'inverse, souligner aussi les limites de la puissance américaine. Donc peut-être d'abord parler de l'Union européenne, ensuite des États-Unis, et puis ensuite conclure avec la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc sur l'Europe, d'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, que beaucoup d'entre vous savent forcément, mais dont tout le monde n'est pas absolument conscient, qui est que l'Europe est la première puissance commerciale mondiale. Le premier exportateur et importateur de biens et de services, le premier investisseur à l'étranger, la première zone d'attraction des investissements étrangers dans le monde. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait négligeable. Si on s'en sert bien, ça peut nous donner un certain pouvoir. Ça se traduit de manière très concrète à l'égard de beaucoup de pays dans le fait que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de 80 pays dans le monde, c'est-à-dire en gros la moitié des pays membres de l'OMC. On est le premier partenaire, le partenaire de référence de la moitié des membres de l'OMC. Les États-Unis sont le premier partenaire d'une vingtaine de pays dans le monde et la Chine d'une quinzaine de pays dans le monde. Donc là aussi, on a quand même un poids qu'on doit pouvoir exploiter et utiliser dans notre intérêt, et aussi une responsabilité d'ailleurs quand on pense au système commercial multilatéral étant évidemment un des principaux acteurs de ce système commercial multilatéral. Si on regarde des chiffres tout bêtes comme les balances commerciales, on a assez entendu Donald Trump pour savoir que les États-Unis ont un déficit abyssal en matière de commerce de marchandises. L'Union européenne a un excédent commercial de 300 milliards d'euros par an avec le reste du monde en matière d'échange de marchandises, de 130 milliards d'euros en matière de services, et encore de 20 milliards d'euros. Quand je disais 300 milliards, pardon, c'était sur les produits industriels, et de 20 milliards d'euros sur les produits agricoles. On est le premier exportateur agricole mondial. On ne le sait pas souvent, devant évidemment les États-Unis. Donc on a une certaine capacité à défendre nos intérêts à l'échelle internationale. Et si on regarde les choses de manière un petit peu plus dynamique, l'évolution au cours des 10 ou 15 dernières années, on a eu évidemment une montée en puissance extrêmement forte de la Chine depuis le début des années 2000. Et donc si on regarde les parts de marché à l'échelle mondiale, forcément les parts de marché de tous les autres acteurs autres que la Chine ont diminué. Le gâteau a globalement augmenté, mais la part de gâteau de chacun a plutôt diminué. Elle s'est effondrée du côté américain. Les Américains sont passés en gros de 15% à 10% de part de marché à l'échelle mondiale. Du côté européen, on a eu un tassement de nos parts de marché, mais on est passé en gros de 16-17% à 15% de parts de marché à l'échelle mondiale. Donc on n'a pas du tout eu le même effondrement que les États-Unis en termes de position internationale. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à connaître quand on parle de la position de l'Union européenne à l'échelle mondiale. Si on regarde maintenant au-delà des échanges commerciaux, des flux commerciaux, ce qu'il en est en matière de politique commerciale, d'accords qu'on peut nouer en matière de politique commerciale,
Là aussi, du côté européen, on a eu une politique qui était extrêmement active au cours des dernières années et qui a été couronnée de succès, notamment si on la compare à la politique américaine. On a un accord qui est extrêmement important, le plus gros accord commercial bilatéral jamais conclu, qui est entré en vigueur le 1er février dernier, l'accord entre l'Union européenne et le Japon. C'est le seul accord à ce jour qui existe entre 2 des 4 principales économies mondiales. On représente quasiment 30% du PIB mondial à nous deux. C'est un accord qui est évidemment extrêmement intéressant du point de vue européen comme ouverture historique du marché japonais, mais qui au-delà de ça a un poids à l'échelle mondiale, notamment sur les questions normatives, qui est très lourd, avec 2 des principales puissances normatives internationales qui sont liées par cet accord, qui sont associées, alliées à travers cet accord. Il n'y a pas beaucoup d'éditorialistes qui disent à longueur de journée que l'UE est l'idiot du village global et le dindon de la farce d'un éventuel accord entre les États-Unis et la Chine, qui a relevé que le principal perdant de cet accord entre l'Union européenne et le Japon, c'était les États-Unis. On peut aussi mentionner le Royaume-Uni dans une certaine mesure, ce qui fait écho à une question de tout à l'heure. Mais le principal perdant, c'est les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, qui sont aujourd'hui le premier fournisseur du Japon pour le porc. C'est un très gros marché d'exportation pour les producteurs de porc américains, le Japon. L'Union européenne avec 1,6 milliard de dollars d'exportation par an. L'Union européenne est le deuxième avec 1 milliard. Il est clair que les avantages que l'Union européenne va obtenir à travers cet accord permettront aux Européens de gagner des parts de marché face aux Américains et probablement de devenir le premier fournisseur des Japonais en viande de porc. Je parle de la viande de porc, mais on peut parler de l'automobile. Dans l'automobile, les Japonais ont accepté de reprendre l'intégralité des réglementations techniques internationales d'un forum de l'ONU qui est dominé de la tête et des jambes par les Européens, qui sont exactement les mêmes réglementations que les réglementations européennes. Donc les Japonais, qui sont évidemment une puissance centrale dans l'industrie automobile, et ça compte face à la Chine aussi, ont accepté de reprendre les normes européennes en matière automobile, qui sont évidemment différentes des normes américaines. Et du même coup, finalement, avec cet accord, les États-Unis voient leur échapper, d'une certaine manière, dans l'automobile et le marché européen, où les Japonais ont un avantage encore plus important qu'aujourd'hui, et le marché japonais. Ce qui n'est pas une très bonne chose quand l'objectif numéro 1 affiché par Donald Trump est de relancer l'industrie automobile américaine. Donc on est capable de défendre nos intérêts, de pousser nos billes, de nouer des alliances avec des partenaires qui renforcent la place de l'Europe à l'échelle internationale. Le CETA, dont on a beaucoup parlé, et l'accord avec le Canada, apporte exactement la même chose. Si vous regardez des domaines comme les indications géographiques, qui sont toujours une grande bataille à l'échelle mondiale entre l'Union européenne et les États-Unis, le Canada, comme le Japon d'ailleurs, a repris la conception européenne, reconnu la conception européenne de promotion, de protection des indications géographiques, reconnaît et défend les indications géographiques européennes. Les Américains ne peuvent plus vendre de champagne californien au Canada ou au Japon, comme ils ne peuvent plus le faire d'ailleurs en Amérique centrale, les 10 pays d'Amérique centrale avec lesquels on a conclu un accord, ni au Pérou, ni en Colombie, ni en Équateur. Sur une très grosse partie du continent américain, maintenant, le champagne californien est réservé au marché américain, qui est un des derniers à ne pas reconnaître les indications géographiques européennes. Sur les marchés publics, on a obtenu des résultats et au Canada et au Japon, des engagements de nos partenaires en termes d'ouverture aux opérateurs européens qui sont à faire pâlir les États-Unis, y compris avec la nouvelle version de l'ALENA qui a été renégociée par Donald Trump. Les États-Unis sont absolument nulle part au Canada par rapport aux Européens en matière de marché public. Donc si on prend comme ça de manière très concrète nos différents partenaires, les différents secteurs, on voit qu'on a parfaitement la capacité à défendre nos intérêts, y compris par rapport aux États-Unis. On n'a pas du tout à souffrir de la comparaison avec les États-Unis. Au Canada, typiquement, la France est redevenue, depuis l'année dernière, suite à l'entrée en vigueur du CETA, le premier fournisseur de vin du Canada,
Elle l'était il y a plusieurs années. Elle avait été dépassée par les États-Unis entre-temps. La France a repris la place de premier fournisseur de vin du Canada devant les États-Unis, notamment grâce à cet accord. Et finalement, même quand on écoute les États-Unis eux-mêmes, il faut toujours prendre avec une certaine prudence quand même les déclarations du président américain, évidemment, mais c'est le premier à dire à longueur de tweet, à longueur de journée, que l'Union européenne défend extrêmement bien ses intérêts. Le premier à dire que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, est un tough cookie, donc un biscuit très dur, que l'Union européenne a grugé les États-Unis depuis des années et des années, qu'elle est très injuste avec les États-Unis. On ne partage pas forcément ce point de vue, mais en tout cas, c'est la perception de Donald Trump, qui est notamment, évidemment, qui a les yeux rivés sur le déficit commercial de 130 milliards de dollars chaque année dans les marchandises entre l'Union européenne et les États-Unis. Et derrière ça, les États-Unis ont des griefs à faire valoir contre les Européens. En Europe, on regrette souvent que la PAC ne soit pas assez protectrice, ne soutienne pas assez les exploitants, les agriculteurs européens. Aux États-Unis, on ne voit pas du tout la chose de la même manière, ni d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. On voit la PAC, au contraire, comme un instrument extrêmement performant de soutien aux revenus des agriculteurs européens et qui, pour certains, entraîne une concurrence déloyale. Et les États-Unis nous ont attaqués récemment, ont instauré des droits de douane sur les olives de table espagnoles, qui sont une attaque directe contre la PAC et sur laquelle on ne se laisse pas faire, où on les poursuit à l'OMC, où ils ont dit qu'ils allaient se défendre à l'OMC jusqu'au bout. Mais il y a une vraie perception, tout ça pour dire qu'il y a une vraie perception du côté américain que les instruments qu'on utilise en Europe sont des instruments qui sont efficaces pour défendre nos intérêts. Les normes sanitaires, on a l'impression quand on est en France que l'Europe est une passoire, qu'on accepte l'importation de n'importe quel produit alimentaire en provenance du reste du monde. Aller à Genève à 1h30 d'ici, au comité sur les questions sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, tous nos partenaires commerciaux passent leur temps à dire aux délégués européens que l'Europe est une forteresse, que les exigences européennes à l'entrée du marché européen en matière sanitaire sont beaucoup trop élevées, qu'il est impossible d'exporter en Europe. Et évidemment, c'est un énorme problème du côté américain. L'interdiction du bœuf aux hormones, elle est toujours restée en travers de la gorge des Américains, qui ont vu leur part de marché, d'ailleurs, dans les importations européennes agricoles diminuer sensiblement. Sur un tout autre sujet, qui sont les questions de concurrence, par exemple, les condamnations d'Apple, de Google, de Microsoft, à divers titres, par la Commission européenne, sont là aussi des démonstrations de puissance qui sont extrêmement mal passées aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis aujourd'hui qui voudraient lancer une enquête contre les décisions de concurrence européennes et poursuivre les Européens sur ces décisions. J'en profite pour souligner, je ne sais pas si vous avez lu le Figaro de ce matin, que le Figaro annonce que mercredi prochain, la Commission adoptera probablement une décision sur Google, sur les questions de publicité et d'abus de position dominante dans la publicité de Google, qui pourrait conduire à une condamnation de 13 milliards d'euros de Google pour abus de position dans la publicité. Donc là aussi, un autre exemple de domaine où l'Europe sait défendre ses intérêts, et où du côté américain, on n'a pas du tout l'impression que l'Europe est naïve et se laisse rouler dessus par n'importe quel intervenant. Tout ça pour dire qu'il y a un petit peu, sur ces questions-là, on est au pays de Pascal, le côté vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, quoi. Il faut parfois décentrer un peu la perspective pour réaliser beaucoup de choses desquelles on est totalement convaincu quand on discute entre nous en France, on ne correspond pas du tout à la perception qu'ont nos partenaires à l'étranger. Peut-être quelques mots sur les États-Unis aussi pour faire le bilan un premier bilan de la politique commerciale américaine depuis le changement d'administration.
qui a fait aussi beaucoup parler. Et on est toujours dans un mélange un petit peu en France de fascination et de répulsion par rapport à la politique américaine, mais il y a quand même une part de fascination par rapport à cette manière de s'affirmer, à cette manière de taper du poing sur la table, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si on regarde, finalement, ça fait 1 an à peu près que les États-Unis sont vraiment passés à l'action, ce qui est assez rapide d'ailleurs pour une nouvelle administration américaine. Si on regarde quel est le premier bilan de cette politique commerciale américaine, d'abord sur le premier objectif qui a été mis en avant par le président américain lui-même, qui est le déficit commercial, le bilan n'est pas très positif. Il est pour le moins mitigé, puisque évidemment le déficit commercial américain en 2018 n'a fait qu'augmenter. Il a augmenté de 10% en 2018, et il atteint notamment un niveau record face à la Chine, avec un déficit commercial de 400 milliards de dollars face à la Chine, malgré les 250 milliards de dollars d'importations chinoises taxées par les droits de douane américains. Donc il y a des choses qui sont souvent plus complexes qu'on ne le croit en matière de politique commerciale. Il ne suffit pas de taxer les importations chinoises pour réduire le déficit commercial avec la Chine. À l'inverse, ce qu'on a vu en termes d'impact sur l'économie américaine, c'est d'abord il y a plusieurs études qui sont sorties tout récemment sur le sujet, études économétriques, qui montrent que 100% de l'impact des droits de douane américains, des mesures protectionnistes américaines, ont été transmis aux consommateurs américains. Donc c'est les consommateurs américains qui supportent l'intégralité du coût de ces mesures, et notamment les plus pauvres parmi les Américains, avec un impact inflationniste qui n'est pas négligeable et potentiellement un impact sur les taux d'intérêt qui pourrait entraîner une récession à un moment ou à un autre. En tout cas, pour l'instant, il y a un ralentissement de la croissance américaine qui est en partie lié à l'impact des mesures commerciales. Et si on regarde de manière plus microéconomique l'impact que ça a eu sur certains acteurs, Ford a perdu plus d'1 milliard de dollars avec les mesures sur l'acier et l'aluminium. Donc là aussi, pour relancer l'industrie automobile américaine, ce n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire du point de vue américain. Whirlpool, qui avait fait l'objet de mesures de protection spécifiques dans les machines à laver, est en très grande difficulté aujourd'hui, de manière tout à fait paradoxale. Le premier fabricant de clous américain a dû mettre la clé sous la porte suite aux mesures américaines sur l'acier et l'aluminium. Donc tout ça a un coût avant tout pour les États-Unis. Et ce n'est pas très étonnant si aujourd'hui il y a la possibilité pour les États-Unis d'instaurer de nouvelles mesures sur l'automobile. Il y a une enquête qui a été conclue et maintenant le rapport est sur la table du président américain. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 48 parties prenantes qui ont été auditionnées par le département du commerce américain sur ces mesures, 47 étaient vent debout contre d'éventuelles mesures protectionnistes américaines dans l'automobile, à commencer par les principaux constructeurs automobiles américains, qui ne veulent pas de ces mesures, qui considèrent qu'elles vont leur coûter très cher. Donc un impact qui est relativement mitigé pour le moins. Sur d'autres sujets, pour accélérer un petit peu, un des grands objectifs de Donald Trump était la renégociation de l'ALENA, qu'il a fini par mettre en œuvre avec un nouvel accord avec le Mexique et le Canada. Quand on regarde de près la différence entre ce nouvel accord et le partenariat transpacifique qui avait été conclu par l'administration Obama, y compris avec le Mexique et l'ALENA, qui était une manière, et le Mexique et le Canada, qui était une manière de moderniser l'ALENA, les différences ne sont pas absolument flagrantes. Et la révolution que Donald Trump aurait fait dans ce domaine n'est pas absolument évidente, d'autant qu'aujourd'hui, l'administration américaine a le plus grand mal de faire passer ce nouvel accord avec le Mexique et l'ALENA, avec le Mexique et le Canada, pardon, au Congrès. Sans parler des discussions avec la Chine, qui vont me permettre de conclure, où l'administration américaine a fait l'erreur, je crois, dès le premier jour, de sortir du partenariat transpacifique, qui était, pour le coup, une très bonne opération menée par l'administration Obama pour encercler la Chine.
Et depuis lors, les États-Unis ont été incapables de conclure un accord avec la Chine au mois d'avril-mai de l'année dernière et ont depuis 2 fois repoussé la date butoir qu'ils s'étaient eux-mêmes fixée avec la Chine, d'abord au 1er janvier, ensuite au 1er mars, pour l'imposition de nouvelles mesures par rapport à la Chine. Et les États-Unis ont la plus grande difficulté aujourd'hui à conclure ces négociations bilatérales avec la Chine. Le vrai risque, c'est qu'ils finissent par conclure un deal qui sera potentiellement un mauvais deal, s'il se limite à des gains purement mercantilistes du point de vue américain. Et s'il n'y a pas de conclusion, que ce soit à l'inverse une escalade protectionniste entre la Chine et les États-Unis, qui serait évidemment extrêmement négatif pour tout le monde. 2 points en conclusion. Le premier, pour dire qu'en réalité, la vraie question derrière les tensions internationales qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas tant la relation Union européenne-États-Unis que la question de la Chine. Moi, j'ai été en poste en Inde pendant plusieurs années pour représenter l'Union européenne en Inde. Les militaires indiens ont l'habitude de dire que le Pakistan est une irritation. Et on voit que ces jours-ci, c'est une irritation qui est quand même assez problématique. Mais que le véritable ennemi, c'est la Chine. Je n'irai pas jusqu'à dire, notamment s'il y a des Chinois dans la salle, que le véritable ennemi de l'Union européenne, c'est la Chine. La Chine n'est pas un ennemi, mais en tout cas, c'est un énorme problème dans les relations commerciales internationales aujourd'hui, une source de distorsion majeure dans les relations commerciales internationales, un concurrent stratégique extrêmement problématique pour l'Union européenne. Et c'est vis-à-vis de la Chine que nos efforts devraient se focaliser. Et quand je dis nos efforts, c'est les efforts européens comme les efforts américains. Et on a eu des dissensions entre Européens et Américains, notamment au cours de l'année dernière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dissensions, c'est une perte de temps. C'est quelque chose qui est inutilement coûteux. Il y a sur Twitter en ce moment une petite vidéo assez amusante qui tourne sur 2 antilopes qui se battent et pendant qu'un lion arrive à toute vitesse sur elles, qui ne voit absolument pas le lion arriver, les autres antilopes finissent par s'en aller en voyant le lion arriver. Les deux antilopes qui se battent continuent. Et évidemment, le lion finit par sauter sur l'une d'elles et avaler tout cru l'une d'elles. C'est exactement le type de problème qu'on pourrait avoir si on continuait à jouer la confrontation comme on l'a fait l'année dernière avec la Chine. Heureusement, depuis le 25 juillet, il y a eu une visite de Jean-Claude Juncker à Washington qui a fait basculer Donald Trump dans une situation de coopération plutôt que de confrontation avec les Européens. Une grosse partie de cette coopération est axée sur les défis qui sont posés par la Chine. C'est ça qu'on doit poursuivre aujourd'hui avec les États-Unis, plutôt que revenir à une situation de confrontation. Et le grand enjeu derrière tout ça, je reviens à ce que je disais au début, c'est l'unité des Européens qui est toujours mise à rude épreuve. Mais les Européens comprennent, et quand on voit la dynamique des discussions au Conseil, c'est particulièrement marquant, que si on part face à ces grands enjeux en ordre dispersé, si chacun essaie de jouer sa carte individuelle, et certains essaient de le faire, mais ils ne le font pas forcément sur des sujets fondamentaux, on est perdu et qu'on doit à tout prix jouer au contraire la carte de l'Europe, maintenir l'unité européenne. Et jusqu'ici, je dois dire que du point de vue de la Commission, on a été jusqu'à être surpris par le degré d'unité des Européens dans cette affaire, et vis-à-vis des Américains, et vis-à-vis des Chinois, et vis-à-vis du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, malgré les tentatives de division qui étaient nombreuses et qui sont toujours nombreuses de nos partenaires / adversaires. Merci. Merci, Monsieur Boursieux. Nous allons maintenant écouter Monsieur Jean-Christophe Gras. Donc, je vous laisse...
Bonjour, le micro marche, on m'entend? Oui. Alors merci tout d'abord à GEM de m'avoir invité pour cette table ronde et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette journée. Alors ce soir, je ferai quelques pas de côté par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, quelques pas aussi en avant, pour prendre un peu de distance par rapport à la vision traditionnelle que l'on a des conflits commerciaux, qui est celle de grandes puissances qui négocient du haut de leur position d'autorité et des rivalités qui se développent d'une façon plus ou moins structurelle à travers l'Atlantique ou au travers du continent asiatique en ce qui concerne ce dont on vient de parler entre l'Union européenne et la Chine, par exemple. Cette manière de penser les conflits commerciaux et les problématiques macroéconomiques actuelles se fonde essentiellement sur une vision des relations internationales qui est celle qui est promue non seulement par des personnes mâles, blanches, qui se considèrent très puissantes, mais aussi par toute une tradition de philosophie politique qui est celle du réalisme et qui définit les relations internationales par rapport à la recherche de l'intérêt national, lui-même défini en termes de puissance. Or, il y a d'autres théories des relations internationales qui s'intéressent à des négociations de ce type et qui vont mettre en avant d'autres perspectives. On le voit même dans des négociations qui sont celles... Oups, pardon. Voilà, excusez-moi. On le voit même dans des négociations qui sont tout à fait d'actualité, à tel point que vous n'avez pas eu l'hôte de marque auquel vous vous attendiez plus tôt dans l'après-midi, alors même qu'on pense que ce sont des rivalités aussi entre revendications de souveraineté. We want our country back. Mais manifestement, même au Royaume-Uni, les éléments très importants autour desquels un accord ne semble pas pouvoir être trouvé, en particulier la frontière irlandaise, ce n'est pas seulement qu'une question de frontières et de souveraineté territoriale, mais ce sont aussi les conditions dans lesquelles cette question se met réellement en œuvre et qui repose également sur des questions de normes, normes techniques en particulier, qui seraient supposées pouvoir abolir la frontière tout en ayant une intelligente et technologique pour contrôler le passage des marchandises, des personnes et des services. Donc, c'est une vision de la politique commerciale qui se situe à la fois au-dessus, mais aussi en dessous du niveau étatique de la souveraineté territoriale. Et quand c'est en dessous, c'est aussi le niveau parlementaire, le niveau régional des différentes collectivités territoriales. Et nul autre que Paul Magnette, que vous voyez ici, incarne ce niveau-là dans la capacité de déployer aussi des capacités d'agir, puisque c'est sous son initiative, en tant que ministre-président de la région wallonne, que la fin des négociations de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada s'est déroulé à Namur, pas à Bruxelles, mais à Namur, qui est la capitale de la région wallonne, avec nul autre que la ministre canadienne du Commerce, Chrystia Freeland. Donc on voit que dans des questions compliquées, d'autres acteurs que les chefs d'État et de gouvernement, d'autres entités que les États-nations eux-mêmes jouent un rôle extrêmement important pour comprendre les enjeux des rivalités commerciales, mais aussi des questions autour desquelles un minimum de convergence doit être trouvé
pour répondre aux défis actuels de la mondialisation. Un exemple très important à ce sujet qui a motivé probablement le scandale commercial le plus important, mais aussi le plus tragique de ces dernières décennies, c'est celui-ci, c'est le Dieselgate, où il n'était pas seulement question de combien de voitures on va vendre aux États-Unis, hein, mais il était aussi question de vie et de mort, non pas d'accidents de la route, mais de morts émises, résultant du non-respect des mécanismes supposés évaluer la conformité aux normes anti-pollution. Vous avez ici un graphique qui vous montre le nombre de morts qui auraient pu être évités, le nombre de morts prématurées qui auraient pu être évitées si les normes anti-pollution au niveau des moteurs diesel étaient effectivement respectées selon les termes qui auraient dû être ceux mis en œuvre par l'industrie automobile. Et ça correspond à environ, au sein de l'Union européenne, à 27, qui correspond environ à 5000 morts par année qui auraient pu être évitées si on n'avait pas bidouillé les logiciels et seulement pour VV. Hein. Depuis lors, il y a eu d'autres constructeurs automobiles, y compris français. Alors, les normes de la désunion, qu'est-ce que c'est ? C'est considérer que l'enjeu n'est pas simplement un problème de qui gagne, qui perd dans des rivalités commerciales. C'est une crise plus profonde qui est aussi en lien avec la méfiance accrue vis-à-vis de la mondialisation, la méfiance accrue vis-à-vis de la façon dont est conçue l'intégration à l'échelle européenne, et que ceci renvoie donc à des questions non seulement d'inégalité, de financiarisation de l'économie, de fiscalité inéquitable, mais aussi à d'autres choses peut-être plus méconnues, dont on parle moins, qui font moins les titres de l'actualité, mais qui sont néanmoins très importantes, c'est de savoir quelle mondialisation on veut, et quelle mondialisation, c'est de savoir si on veut une intégration, c'est pas de savoir si on veut tellement plus ou moins d'intégration, mais plutôt si cette intégration doit se faire par les marchés ou plutôt par les règles. Les difficultés ont couru par l'intégration par les marchés depuis une vingtaine d'années, et notamment ce qui a été vu dans le cadre de la crise financière, conduit à réunir en tout cas un grand nombre de parties prenantes à considérer que l'intégration doit se faire par les règles. Mais considérer cela, évidemment, ne dit pas grand-chose. Il faut savoir en fait quelles règles, de quelles règles on parle, quelles finalités ont ces règles, savoir en plus qui définit ces règles, qui va être inclus, qui va être exclu dans les processus d'élaboration de ces règles, pour aussi aboutir à quel type de convergence réglementaire à l'échelle transrégionale qui dépasse évidemment des grandes régions comme l'Union européenne. Les accords transrégionaux dont on a pu parler jusqu'à maintenant, ou ce qu'on appelle parfois aussi les nouveaux partenariats économiques, cherchent dans une certaine mesure à répondre à ces questions. Quelles règles ? Qui va-t-on associer dans la définition de ces règles ? Et quels transferts d'autorité sont impliqués dans l'élaboration de ces règles. Or, on peut constater des transferts d'autorité très importants dans tout un ensemble de domaines qui concernent ces nouveaux partenariats économiques et la façon dont sont conçus ces accords transrégionaux. C'est ce que j'ai caractérisé ici pour parler d'une manière dont
peut escompter une activation des cellules de la mémoire, le triple A. Alors, ce n'est pas le triple A des agences de notation, c'est un triple A plus problématique qui renvoie à l'ampleur de ces transferts d'autorité, à l'ambiguïté qu'ils incarnent et aussi à l'anonymat des acteurs impliqués dans ces transferts d'autorité. Ce triple A est problématique non seulement pour les questions intrinsèques de l'ampleur des transferts d'autorité dans le cadre habituel des démocraties occidentales, de leur ambiguïté et de leur anonymat, mais aussi que, de mon point de vue, c'est ce type de mécanisme qui alimente aussi la montée du populisme, un populisme qui se caractérise tout d'abord par une méfiance non seulement des élites, mais des institutions politiques. Et quand on ne sait pas qui décide quoi sur quoi, cela génère une méfiance vis-à-vis des institutions censées encadrer la mondialisation. Alors, je vais reprendre quelques éléments de cette problématique du triple A, de l'ampleur, de l'ambiguïté et de l'anonymat des transferts d'autorité dans les nouvelles formes de régulation du commerce mondial. Pour ce qui concerne l'ampleur, c'est le plus simple. On n'a qu'à prendre quelques chiffres qui montrent la prolifération des accords régionaux. Je n'ai pris que ces chiffres, on pourrait prendre évidemment beaucoup d'autres chiffres. On voit donc sur les 2 dernières décennies un accroissement très important de ces accords régionaux. Ce qui est aussi intéressant, si vous regardez les barres qui doivent apparaître en rouge, je ne vois pas très bien là, c'est rouge, hein, oui. Un accroissement aussi de ces accords dans le domaine des services qui intrinsèquement touchent plus directement les règles de fonctionnement interne des marchés. Vous voyez aussi que depuis 2 ou 3 ans, la courbe s'inverse et que les différentes parties engagées dans ces négociations ont beaucoup plus de difficultés à finaliser des accords de ce type, qu'ils sont beaucoup moins nombreux à être notifiés dans le cadre de l'OMC. L'ampleur, ce n'est pas seulement le nombre, le volume, c'est aussi le domaine de compétences. On parle depuis un certain nombre d'années d'une libéralisation en profondeur des échanges, où on s'intéresse beaucoup moins aux questions de quotas, de tarifs douaniers, qu'aux questions de règles, de normes, ou ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. La libéralisation en profondeur, cherchant à se mettre d'accord sur ces mesures non tarifaires, elle est d'autant plus importante dans tout ce qui touche ces nouveaux domaines que sont les services, l'environnement, le travail, la propriété intellectuelle, les règlements de différends. Mais on voit que les accords commerciaux bilatéraux ou régionaux parfois touchent à des questions qui n'ont strictement rien à voir avec le commerce international. Et les États-Unis en particulier sont connus pour inclure dans leurs accords commerciaux des clauses relatives à l'exclusion à l'engagement de ne pas traduire des ressortissants nationaux américains devant la Cour pénale internationale, et donc des restrictions par rapport au statut de Rome. À côté de l'ampleur des transferts d'autorité, il faut comprendre aussi la particularité d'une autorité réglementaire transnationale dans le domaine commercial qui repose beaucoup sur une ambiguïté. En fait, ces normes qui réglementent le commerce international, on ne sait pas très bien si elles sont privées et volontaires
ou public et obligatoire. Et ce n'est pas moi qui suis en sciences politiques qui vous le dis, ce sont même des juristes qui connaissent beaucoup mieux les méandres et les détails des dispositions qui sont rédigées dans le cadre de ces accords. Donc, leur utilisation est souvent volontaire, mais elles sont quand même nécessaires pour accéder au marché. De même, un certain nombre de ces normes, qu'elles soient élaborées dans le cadre de l'ISO, donc l'Organisation internationale de normalisation, dont le siège est à Genève, mais aussi dans d'autres cadres, et qui sont définies comme des normes internationales dans le cadre des différents textes, par exemple de l'Organisation mondiale du commerce. Elles sont volontaires, mais elles sont aussi référencées comme telles dans le cadre des lois, des règlements, de toutes sortes de dispositions. Les acteurs qui y sont associés sont à la fois des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques. Leur objet, alors même que la justification repose généralement sur le fait qu'il s'agit de spécifications techniques nécessitant l'application d'experts, et à ce titre élaborées dans des arènes dédiées, en fait, porte aussi sur toutes sortes d'enjeux sociaux, économiques et politiques. Vous pouvez prendre l'exemple des dernières normes en matière de responsabilité sociale des entreprises, mais aussi aujourd'hui même, des négociations ont lieu par exemple à Beyrouth dans le cadre de l'ISO, un des comités techniques de l'ISO, pour finaliser une norme sur l'évaluation du capital naturel, ou en gros savoir comment donner une valeur aux services fournis par la nature. Enfin, ces normes sont payantes, mais en même temps, il y a des mécanismes préférentiels pour pouvoir bénéficier d'une présomption de conformité à ces normes dans le cadre du système européen. Alors cette ambiguïté, de mon point de vue, elle est constitutive de l'autorité de ces normes internationales. Elle est constitutive pas à la manière de la philosophie des libérales, si vous voulez, qui va définir la façon dont on constitue le pouvoir dans la démocratie, avec une séparation claire des pouvoirs, une hiérarchie des règles de droit, etc., ce qu'on connaît dans le cadre du libéralisme, mais au contraire, avec un enchevêtrement normatif, des modes de gouvernance qui sont très syncrétiques, où on ne sait pas forcément très bien quelle est la différence entre l'autorité de ces normes ou le principe de souveraineté tel qu'il est hérité par la conception libérale de l'autorité. L'anonymat, enfin, on constate en étudiant la manière dont fonctionnent ces arènes de normalisation que, alors même qu'en principe elles sont ouvertes à tout un chacun, la participation est anonyme du point de vue qu'on ne sait pas, il n'y a pas de redevabilité sur la participation à ces arènes de normalisation. Si vous voulez savoir qui a voté pour ou contre la norme XY à l'ISO, si vous voulez savoir qui a participé à tel comité technique, vous ne pouvez pas le savoir puisque c'est privé, c'est volontaire, même si des garanties existent en matière d'expertise et d'un certain niveau de consensus pour définir ces normes dites techniques. Mais néanmoins, les quelques études disponibles sur la participation dans les comités techniques de l'ISO ou d'autres montrent une très grande surreprésentation des grandes entreprises et une sous-représentation des PME et des différentes organisations de la société civile. Alors j'avais préparé une diapositive pour illustrer ces propos avec l'accord
Union européenne-Canada. On aurait pu le faire avec le Japon également, mais je vois que le temps passe, donc j'irai très vite, simplement pour revenir sur ces éléments. L'ampleur du domaine de compétences, ce type d'accord porte essentiellement sur les questions des mesures non tarifaires et pas sur les droits de douane. L'ambiguïté des transferts d'autorité, on le trouve notamment dans toutes les questions de convergence réglementaire, d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas d'une harmonisation normative, mais plutôt de reconnaissance mutuelle des normes existantes. Et l'anonymat s'est révélé tout au long des processus de négociation qui étaient largement secrètes, des consultations extrêmement restreintes, une ratification que je qualifie d'autiste, en me référant aux difficultés que notamment le Parlement wallon a eu à se faire entendre. Il a fallu plus d'une année pour que les éléments qui avaient été apportés par le Parlement dans le processus de ratification mènent à un premier rendez-vous avec les responsables de la Commission à Bruxelles. Pourtant, ce n'est pas très loin. Un élément qui a changé et qui est très important quand même, c'est une avancée réelle sur les règlements des différends entre investisseurs et États, avec un nouveau système qui est unique en ce sens et qu'on retrouve dans les nouveaux accords dont on a parlé tout à l'heure. Alors en conclusion, on a des nouvelles règles, on a des nouvelles arènes, et ceci, il faut le voir au-delà de rivalité entre grandes puissances commerciales. Il faut essayer de comprendre ceci à un niveau plus méso, on pourrait dire, à un niveau infra-étatique aussi. Et l'enjeu, bien évidemment, est de savoir si on en vient à une sortie par le haut ou un nivellement par le bas. Et ceci est d'autant plus difficile compte tenu des transferts d'autorité dont l'ampleur, l'ambiguïté et l'anonymat restent un problème réel dans les négociations actuelles. Alors on peut se poser la question, et il faudrait faire l'analyse plus en détail, ce que je n'ai pas encore fait, si l'accord États-Unis-Mexique-Canada est le modèle à venir compte tenu du poids des États-Unis, néanmoins, dans l'ordre commercial global. Il y a eu quelques avancées sur les questions du travail, sur les questions des règlements des différends, sur aussi la question des règlements des différends entre investisseurs et États. Mais en fait, tout ceci est très lié à la vision trumpienne de l'économie. C'est la vieille économie, c'est pour les automobiles, pour le pétrole au Mexique, qui garde d'ailleurs un droit de saisie en tant qu'investisseur vis-à-vis des États, et rien sur les questions les plus urgentes auxquelles doit faire face l'économie aujourd'hui. Alors il y a d'autres modèles alternatifs auxquels il faut porter attention. Il y a évidemment le Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, dont on parle beaucoup ces temps, qui génère aussi une controverse, puisque il y a un côté très nationaliste en fait dans ce Green New Deal, qui n'est pas du tout internationaliste. Donc est-ce que c'est une solution pour penser l'ordre commercial au-delà des problèmes spécifiques américains? C'est à discuter. Le 100% renouvelable est aussi discutable. Et puis il y a une autre proposition dont on a parlé dans le sillage de la ratification de l'accord Union européenne-Canada, qui est cette déclaration de Namur, pour laquelle, qui est aussi donc dans le sillage
de la recherche du Parlement wallon de faire valoir sa voix, un meilleur contrôle démocratique qui serait basé sur 3 principes: le respect des procédures démocratiques, mais aussi des législations socio-économiques, sanitaires et environnementales, et la garantie de l'intérêt public dans le cadre de la résolution des différends. Voilà les perspectives qu'on peut développer quand on fait quelques pas de côté et qu'on ne voit pas les conflits commerciaux simplement comme des conflits entre superpuissances étatiques qui seraient susceptibles d'avoir une autonomie qui est loin de celle qu'elles ont réellement quand il s'agit de penser leur rôle dans la mondialisation du capitalisme contemporain. Merci, M. Gras. Nous allons maintenant écouter M. Vanel. Donc, je vous en prie aussi, vous avez une présentation. Bien, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Alors, je vous remercie de votre présence. Je remercie bien évidemment mes 2 collègues pour leur présentation très éclairante. Il se trouve que je suis le responsable du titre de cette table ronde. Donc, j'ai pris la parole en dernier pour m'excuser auprès de vous. Oui, le titre est provocateur parce qu'il me semble que l'Union européenne est véritablement au pied du mur avec ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Alors, nous, entre Européens, on se regarde entre nous, on parle de Brexit, on parle de Gibraltar, on parle de problématiques en Italie, et on oublie que la planète est en train de tourner et qu'il se passe des choses au-delà de l'Union européenne. Et ces choses-là posent la question d'une Europe européenne. Alors, il faut savoir que l'idée d'Europe européenne n'est pas européenne. L'idée d'Europe européenne provient de la nécessité de réindustrialiser l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle provient de la question allemande. Et en fait, c'est le propos de ma présentation. Il me semble que la dynamique actuelle, et en particulier la montée du mercantilisme américain, pose la question allemande, à nouveau, et en particulier de la dynamique de l'économie allemande dans l'Union européenne. Et là, on est vraiment au pied du mur, puisque soit l'Allemagne ne souhaite pas réformer les institutions européennes, et auquel cas, le risque, c'est véritablement la disparition de l'Union européenne, soit l'Allemagne cherche à accepter de prendre un peu à sa charge les problématiques, les difficultés, et auquel cas, le risque, c'est la dilution de l'Union européenne. Pas sa disparition, mais du moins une harmonisation par rapport à d'autres types de processus d'intégration. Alors, mon propos, il va d'abord commencer par parler de l'interne. Contrairement à M. Boursieux, je pense qu'il y a une vraie dynamique, divergente au sein de l'Union européenne, et que cette dynamique, elle ne s'explique pas exclusivement par des phénomènes institutionnels. En fait, naturellement, les économies ont tendance à se polariser, notamment quand vous avez un certain nombre de facteurs de production, le travail et le capital en particulier, qui peuvent circuler librement. Et cette polarisation s'est accentuée dès la deuxième révolution industrielle, au profit du cœur économique et industriel de l'Europe, c'est-à-dire un arc qui part du nord de l'Italie et qui va jusqu'au nord de l'Allemagne, et qui, naturellement, assèche toutes les parties périphériques de l'Europe. Alors, la guerre froide a eu tendance à renforcer cette dynamique, mais les constructeurs de l'Union européenne ont pris d'énormes soins pour empêcher un certain nombre de dispositifs d'accentuer cette polarisation, en particulier en matière monétaire, avec le maintien d'un taux de change qui protégeait un certain nombre d'industries nationales, en particulier en matière de transferts financiers
et de migration internationale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'acte unique de 1986, avec l'apparition des 4 libertés, au-delà de la liberté de commercer, la liberté d'établissement, d'une part, mais aussi la liberté des mouvements de capitaux et la liberté d'installation, eh bien, cette dynamique de polarisation au sein de l'Europe, à nouveau, est réapparue. Alors, elle est réapparue à un moment particulier, c'était la fin de la guerre froide. Et la fin de la guerre froide a eu pour impact de rendre absolument indispensable un processus à la fois d'approfondissement, qui va se matérialiser d'ailleurs par le traité de Maastricht et par l'adoption de l'euro, mais aussi un appel du pied des futurs nouveaux arrivants qui vont arriver dans l'Union européenne dans les années 2000. Alors la difficulté, c'est que quand on observe le processus et qu'on prend un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis les années 90, eh bien on se rend compte que cette polarisation s'est accentuée. En particulier, quand vous regardez par exemple les écarts de croissance, on se rend compte que l'Allemagne est surperformante, en particulier depuis la crise des subprimes. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi une dynamique de divergence en matière de taux de change réel, c'est-à-dire que la compétitivité de l'industrie allemande est favorisée par l'euro, au détriment d'un certain nombre d'industries, et en particulier l'industrie italienne. Ce qui a pour impact, évidemment, une désindustrialisation à marche forcée de ces pays-là. Donc là, par exemple, vous avez la situation en France et en Italie en matière de production industrielle, où on voit que cette divergence s'est accentuée à partir de la crise des années 2008-2010, et qu'elle a beaucoup de mal à se stabiliser, en particulier pour l'Italie. Mais cette situation a surtout pour impact d'exacerber l'importance des exportations dans la croissance allemande. L'Allemagne est devenue dépendante pour une très large part de sa croissance de ses exportations. Alors, on voit qu'elle résiste en termes de part de marché par rapport à la Chine, contrairement à ce que mon prédécesseur a dit. Effectivement, l'Union européenne en tant que telle n'a pas perdu de part de marché. En revanche, quand on regarde les répartitions des parts de marché, on voit qu'il n'y a que l'Allemagne qui est capable aujourd'hui de gagner des parts de marché par rapport à d'autres pays, et que le seul autre pays qui a gagné énormément de parts de marché, c'est la Chine. Donc on a un recentrage, en fait, de la puissance économique et de la compétitivité en Europe sur l'industrie allemande. Alors, la difficulté, c'est que les Allemands, étant spécialisés dans l'automobile, dans la machine-outil, sont extrêmement dépendants des pays qui investissent beaucoup, et en particulier de la croissance chinoise. Or, il y a un recentrage de la croissance chinoise. La Chine cherche absolument à substituer des importations, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, on a une conjoncture de plus en plus défavorable en Chine. On a un surendettement privé en Chine, qui fait qu'il va être de plus en plus difficile pour les Allemands d'exporter en Chine. Alors il faut savoir à ce propos que sur l'ensemble des exportations de l'Union européenne, l'Allemagne pèse pour 54% de ses exportations. Autrement dit, si, et c'est déjà en train de se produire, si le commerce international se met à décroître, c'est d'abord et avant tout l'économie allemande qui sera impactée. Alors, au-delà de cela, les institutions européennes ont aussi pour effet néfaste de favoriser ce qu'on appelle des ajustements asymétriques. C'est-à-dire que ce sont souvent les pays qui ont des déficits commerciaux qui doivent eux-mêmes s'ajuster, alors que les pays qui ont des excédents commerciaux n'ont pas forcément, alors que c'est dans les traités, l'obligation de s'ajuster et de changer leur politique. Alors on a vu ça pour le cas de la Grèce, on a vu ça pour le cas du Portugal, on a vu ça pour le cas de l'Italie. La conséquence de tout cela, c'est que les pays de la périphérie ont plutôt tendance, depuis une quinzaine d'années, à jouer perso et à mener des politiques unilatérales. Même si, on est bien d'accord, il faut maintenir l'union, effectivement. Alors les petits pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur leur souveraineté, ils commercialisent leur souveraineté fiscale, ils deviennent des paradis fiscaux. Qu'ont-ils d'autre à offrir?
Les pays un petit peu plus grands, qui ont une population active un petit peu plus importante, ont massivement utilisé le dumping fiscal. Alors on parle effectivement souvent de ce qui se passe en Irlande, mais il n'y a pas que l'Irlande qui est dans ce cas. Et les grands pays sont un petit peu coincés, et ils ont plutôt tendance à favoriser ce qu'on appelle le dumping social, hein, c'est-à-dire des dévaluations salariales pour essayer de maintenir leur compétitivité prix. Ça se fait au détriment de la croissance dans l'Union européenne, tout ça. Et puis certains ont choisi de quitter l'Union européenne. Mais ce n'est pas si simple de quitter l'Union européenne. Hein. On a un certain nombre de votes extrêmement contradictoires en ce moment au Parlement au Royaume-Uni. Ils sont prêts à quitter l'Union européenne, mais ils ne veulent pas la quitter avec cet accord-là. Ils veulent un délai, mais l'Union européenne n'est pas forcément d'accord pour lui accorder, etc. Donc cette situation, effectivement, est de plus en plus risquée, et en particulier le Brexit. Il faut savoir que le pays le plus exposé, si le Brexit a lieu, c'est l'Allemagne à nouveau. Hein. Aujourd'hui, par exemple, les Allemands exportent pour 85 milliards d'euros au Royaume-Uni, et que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il va y avoir des problèmes extrêmement importants, en particulier pour l'industrie automobile allemande, qui est très exposée en cas de Brexit. Alors les estimations allemandes seraient d'une chute de 57% des exportations allemandes vers le Royaume-Uni, en cas de Brexit, en cas de hard Brexit en particulier. Alors maintenant, qu'en est-il des États-Unis? En fait, l'arrivée de Donald Trump, effectivement, va mener à une politique mercantiliste. Effectivement, Donald Trump est omnibulé par les déficits commerciaux bilatéraux. Il pense que simplement en augmentant les tarifs douaniers, on arrivera à empêcher les exportations vers les États-Unis. Évidemment, il se trompe, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui se passe, c'est que Donald Trump, il a derrière la tête bien plus que les déficits commerciaux. En particulier, il a l'objectif de faire disparaître le multilatéralisme. Il a l'objectif d'essayer de mettre en place une politique bilatérale, de négocier au cas par cas avec les partenaires commerciaux des États-Unis, évidemment des accords de commerce qui sont avantageux à ses yeux pour les États-Unis. Alors dans certains cas, ça fonctionne très bien, puisque de petits pays acceptent, notamment dans le cas de l'automobile, des quotas. Dans d'autres cas, c'est plus difficile, en particulier avec la Chine. Mais en ce moment, les États-Unis et la Chine sont en train de négocier à un très haut niveau. Alors, est-ce que ça aboutira à un accord de commerce structurant ou pas? Effectivement, c'est la question. Mais en attendant, l'Union européenne est exclue de ce processus-là. Et puis, les conflits qu'ouvre Donald Trump sont des conflits extrêmement importants pour l'industrie européenne, et en particulier pour l'Allemagne. En particulier, il y a un conflit sur l'acier et l'aluminium, mais surtout, il y a un conflit sur l'industrie automobile. Or, quand on sait que 14% du PIB allemand dépend des exportations automobiles aux États-Unis, on se rend compte de l'impact majeur que pourrait avoir un accord structurant avec la Chine qui exclurait l'Union européenne. Alors il y a d'autres phénomènes qui sont aussi intéressants. Hein. Donald Trump n'a pas qu'une politique commerciale. Par exemple, il a la volonté de rapatrier les revenus des firmes transnationales américaines aux États-Unis. Alors c'est par exemple ce que vous voyez au tableau. Hein. La première année de mandat de Donald Trump a vu des rapatriements absolument gigantesques, qui ont d'ailleurs un impact sur le taux de change du dollar, sur l'euphorie boursière, mais qui ont aussi posé la question des politiques fiscales dans la zone euro et en Union européenne, et de la nécessaire harmonisation fiscale. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On continue à avoir des politiques unilatérales avec de petits pays qui cherchent à aspirer la valeur ajoutée des grands pays de l'Union européenne. Alors que faire? Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est effectivement, en tout cas du point de vue de beaucoup d'analystes, le dernier bastion libre-échangiste. Ça fait longtemps que la Chine, d'ailleurs la Chine n'a jamais été libre-échangiste. Les États-Unis, même avant Donald Trump, avaient une politique extrêmement belliciste, en particulier vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis d'autres pays aussi. Et ce qui se passe, c'est que l'Union européenne n'a pas les moyens d'engager un conflit commercial sérieux avec les États-Unis. Alors, il y a deux raisons qui expliquent ça. Bon, d'abord, elle a une dépendance qui est plus élevée vis-à-vis du marché des États-Unis. Dit autrement, la perte du marché américain poserait plus de problèmes pour les
industriels européens, et en particulier allemands, que pour les industriels américains eux-mêmes s'ils perdaient les marchés européens. Bon. Mais surtout, l'Union européenne a une dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis. Et donc là, par exemple, en matière de numérique, l'alternative est très simple. Continuer avec les GAFA ou accepter l'implantation des industriels chinois. Nous sommes des nains numériques, nous n'avons absolument aucun poids là-dedans. À titre d'exemple, juste un exemple en matière d'intelligence artificielle, alors évidemment les chiffres sont peut-être un petit peu surévalués du point de vue chinois, mais enfin les Européens mettent sur la table 8 milliards de dollars quand les Chinois annoncent entre 20 et 50 milliards. Donc effectivement, comment allons-nous faire si en plus on n'est pas ensemble sur ces projets-là pour lutter contre les industriels chinois ou les industriels américains? Et la dernière difficulté, c'est qu'un certain nombre de pays ont absolument besoin de maintenir les relations commerciales avec les États-Unis, en particulier l'Allemagne, effectivement, parce qu'elle est très, très, très dépendante de ses exportations vers les États-Unis. Et le risque, c'est qu'on négocie avec les États-Unis un accord bilatéral qui ne respecte plus les engagements européens, en particulier les engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de respect de ce qu'on a décidé à la COP21, mais aussi, en particulier, en matière de normalisation. Alors à ce titre, effectivement, on a un exemple, le CETA, effectivement, reconnaît un certain nombre d'appellations d'origine contrôlée. Le problème, c'est qu'il en reconnaît très peu. Il y a plus de 1500 appellations d'origine contrôlée. Il y en a beaucoup qui sont reconnues dans le cadre du CETA, mais elles sont surtout dans le vin, par exemple. Et au total, je ne pense pas que je dise de bêtises, mais c'est 286, il me semble, qui ont été reconnues dans le cadre du CETA. Donc que fait-on des autres appellations d'origine contrôlée ? Elles sont toujours inexistantes du point de vue des normes. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que, disons que l'Union européenne est coincée entre deux murs. Elle est coincée entre un mur qui a disparu, le mur de Berlin, un mur qui n'est pas encore financé, le fameux mur au sud de la frontière américaine, et entre les deux, la nécessité, de toute façon, de changer un certain nombre de dispositifs pour éviter la divergence, parce que le statu quo mènera inévitablement à la divergence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Première solution, la disparition des institutions, des règles, la fin de l'euro, la fin du marché unique. Bon, vous avez vu déjà avec le Royaume-Uni comme c'est difficile de sortir du libre-échange. Donc ce serait évidemment catastrophique pour tous les pays de l'Union européenne. Donc cette solution, c'est la pire des solutions possibles. Alors il y en a une autre, c'est le renforcement du fédéralisme. Effectivement, on peut imaginer des mécanismes de transfert qui sont un peu plus importants, notamment des transferts en provenance du centre de l'Europe vers les pays périphériques, mais on peut aussi imaginer un recentrage de la croissance allemande sur l'investissement en Allemagne, en particulier l'investissement public. Alors la difficulté, c'est que soit on risque de bloquer sur des questions de souveraineté. Je rappelle à ce propos que les Allemands considèrent qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en 2009, dans un arrêt célèbre, l'arrêt Lisbonne, qui ne reconnaît pas l'existence d'un peuple européen. Donc là, on a une difficulté légale. Je vous rappelle que les États sont des systèmes légaux. Et d'un autre côté, on peut comprendre les Allemands quand ils disent que ils élisent des représentants allemands et qu'un représentant allemand n'a pas de mandat pour aider un pays qui n'est pas l'Allemagne. Donc c'est exactement ce qu'a dit Angela Merkel au début de la crise grecque. Elle a dit « j'ai pas été élue pour aider le peuple grec ». À ce propos, je rappelle que les Allemands, dans cette histoire, parce qu'ils épargnent massivement dans le sud de la zone euro, ont perdu plus de 800 milliards d'euros d'économie à cause de la crise dans le sud de la zone euro. Et qu'ils ne sont pas prêts à accepter de mettre 1 euro de plus pour aider les pays du sud de la zone euro. Alors il y a une échappatoire, les choses sont en train de changer. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on nous a annoncé en Allemagne une augmentation, écoutez bien,
de 8,8% des salaires dans la fonction publique. Autrement dit, l'Allemagne est en train, peut-être, de comprendre qu'il faut qu'elle ressente sa politique de croissance sur la croissance en Allemagne pour éviter d'être dépendante à la fois du cycle économique, en particulier en Chine, et des exportations, en particulier en Chine et aux États-Unis. Alors si tel est le cas, si les Allemands ont compris ça, peut-être éventuellement qu'on aurait une voie médiane entre la voie fédérale, qui poserait des problèmes légaux pour les Allemands, et la voie de sortie, qui serait catastrophique pour tous les pays, en particulier pour l'Allemagne. Voilà, merci de votre attention. Donc, avant de passer aux questions du public, nous allons écouter M. Boursieux qui va répondre rapidement à M. Vanel, étant donné que leurs deux exposés étaient assez opposés l'un à l'autre. Volontairement opposés. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça fait progresser la discussion. Je ne vais pas tellement peut-être revenir sur les divergences internes à l'économie européenne. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, y compris sur les questions de polarisation, où quand on regarde la situation des pays scandinaves ou des pays de l'Est, le panorama n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Un chiffre, moi, simplement, qui me frappe quand on regarde les interdépendances à l'intérieur de l'Union européenne, c'est que si on regarde les emplois en France qui sont liés aux échanges, liés aux exportations françaises hors Europe, il y a 2,8 millions d'emplois en France qui sont directement liés aux exportations françaises hors Europe, vers le reste du monde, y compris vers les États-Unis. Mais au-delà de ces 2,8 millions, il y a 500 000 emplois en France qui sont liés aux exportations d'autres pays européens, et notamment de l'Allemagne, vers le reste du monde. Parce que quand on parle de l'industrie automobile, par exemple, qu'on s'appelle Michelin, qu'on s'appelle Valeo, Plastic Omnium ou Faurecia, qu'on est un très gros équipementier automobile avec des milliers d'emplois derrière, en réalité, le premier client des équipementiers automobiles français, qui emploie plus de salariés que les constructeurs automobiles français dans l'industrie automobile française, c'est l'industrie allemande. Donc il y a évidemment des imbrications qui sont très fortes. Et quand on parle des exportations automobiles allemandes vers le reste du monde, derrière, il y a concrètement des composants, des pièces qui sont des éléments qui ont été fabriqués en France. Et derrière, c'est des emplois français aussi qui sont en jeu. Donc il faut aussi intégrer ça dans l'analyse quand on parle des évolutions à l'intérieur de l'Europe. Mais peut-être juste 2-3 commentaires, notamment par rapport aux États-Unis, puisque c'est le sujet de ce soir, avec juste une incise d'abord sur le CETA et sur les indications géographiques. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le CETA et sur les indications géographiques, moi qui me chiffonne un peu, parce qu'elles ne sont pas exactes, et surtout parce qu'elles donnent une image négative de ce qui a été fait sur les indications géographiques dans le cadre du CETA ou des autres accords commerciaux, alors que c'est une immense réussite de l'Union européenne à l'échelle mondiale. Les indications géographiques, donc les appellations d'origine contrôlée, ça existe en France depuis de très nombreuses années. La noix de Grenoble, par exemple, c'est une AOC depuis 1938. Ça existe en France, ça existe en Italie, ça existe en Grèce, en gros à l'échelle européenne, puis ça s'est diffusé peu à peu à d'autres pays européens. Pendant toutes ces années, ni la France, ni la Grèce, ni l'Italie n'ont été capables, à elles seules, d'exporter ces indications géographiques dans le reste du monde, de défendre ce concept d'indication géographique, ce lien entre un produit, un savoir-faire et un territoire, et un terroir dans les produits agricoles et les produits alimentaires. La feta, typiquement grecque, elle est usurpée partout dans le monde parce que les Grecs ont été incapables de défendre la feta dans le reste du monde. D'abord au sein de l'Union européenne, et puis au Danemark notamment, et dans le reste du monde. La France a eu l'intelligence, avec l'Italie, dans les années 80, dans le cadre du marché unique, de pousser ce concept d'indication géographique à l'échelle de l'Union européenne. C'est devenu un concept européen. Il y a une réglementation européenne maintenant depuis 20 à 30 ans sur les indications géographiques. Il y a un registre européen. Tout ce qui est enregistré au niveau national est maintenant enregistré au niveau européen.
est intégralement protégé au niveau européen. Et le CETA ne change strictement rien à ça. Il y a 3000 indications géographiques, en gros, à l'échelle européenne. Les 3000 indications géographiques européennes restent intégralement protégées en Europe. Il y a des gens qui ont prétendu que les Canadiens allaient faire du Saint-Marcellin parce que le Saint-Marcellin n'était pas dans la liste des indications géographiques protégées au CETA. Dans le CETA, c'est un mensonge éhonté. Jamais les Canadiens ne pourront faire du Saint-Marcellin. Enfin, ils pourront continuer à en faire au Canada, comme ils le font, comme ils auraient pu en faire depuis toujours. Ils n'en font pas en pratique, mais comme ils auraient pu en faire depuis toujours. Et là-dessus, il n'y a pas de changement dans le CETA. Mais jamais les Canadiens ne pourront exporter le moindre Saint-Marcellin en Europe, pas seulement en France, pas seulement dans le sud Grésivaudan, mais dans un seul coin d'Europe, parce qu'il y a une protection intégrale des indications géographiques en Europe qui ne change absolument pas avec le CETA. Ce que fait le CETA, c'est qu'il ajoute à cette protection intégrale en Europe une protection nouvelle, additionnelle, au Canada, de nos indications géographiques. Alors de l'intégralité des 1500 indications géographiques dans les vins et spiritueux, parce que il y a une antériorité qui est là dans les vins et spiritueux, où globalement c'est mieux reconnu au niveau mondial depuis plus longtemps. Et pour 143 indications géographiques alimentaires sur les 1500 indications géographiques alimentaires qu'on connaît en Europe. Alors il n'y a pas la châtaigne d'Ardèche. Il n'y a pas des produits qui sont pas exportés ou peu connus en dehors de leur région, qui ne font pas l'objet de contrefaçon, d'usurpation à l'étranger. En gros, on a négocié une liste d'indications géographiques prioritaires. Toutes les grosses indications géographiques, celles où il y a des enjeux à l'exportation sur le marché canadien, celles où il y a des risques d'usurpation parce que le nom est connu. Évidemment, faire du champagne, ça a une valeur qui est assez importante. Utiliser l'appellation champagne. Utiliser l'appellation châtaigne d'Ardèche, ça a un peu moins de valeur dans les quatre coins du monde, avec tout le respect que j'ai pour l'Ardèche. Et donc on a négocié une liste d'indications géographiques prioritaires. Ça représente 99% de nos intérêts commerciaux à l'échelle mondiale. Et donc c'est un énorme succès d'avoir cette reconnaissance au Canada, qui était un des pays, avec les États-Unis, qui était historiquement opposé au concept d'indication géographique. Un des grands producteurs de commodités agricoles à l'échelle mondiale, un membre du groupe de Cairns, c'était les pays qui étaient vraiment radicalement opposés à ce système. On a réussi à convaincre le Canada. Le Canada a reconnu toutes nos indications géographiques prioritaires. La France, on a 43 qui sont reconnues dans ce contexte-là. C'est toutes les indications géographiques que la France avait données à la Commission après avoir fait une enquête auprès des producteurs, en demandant aux producteurs s'ils avaient des besoins sur le marché canadien, s'ils le demandaient. Il n'y a pas eu de producteurs qui demandaient... Il y a une indication sur laquelle il y a une limite dans la reconnaissance, c'est le Munster, qui est en partie reconnu, mais pas totalement. Mais c'est le seul cas d'indication géographique où les producteurs auraient voulu avoir plus. Il n'y a pas une autre indication où les producteurs auraient voulu avoir plus. Et de plus, depuis la mise en œuvre du CETA, le Canada vient d'ouvrir un nouveau registre sur les indications géographiques où tout détenteur d'une indication géographique à l'échelle européenne, maintenant, peut demander la reconnaissance aussi au Canada, en plus de ce qui est indiqué dans le CETA. Et il y a un jambon italien qui vient de le faire, ça prend quelques mois, ça coûte 200 à 300 euros pour avoir une reconnaissance définitive, éternelle au Canada, éviter tout risque de contrefaçon pour l'ensemble des producteurs concernés sur le marché canadien. Et on a fait ça avec le Canada, on a fait ça avec le Japon, j'ai dit tout à l'heure, mais on l'a fait avec la Corée du Sud, on l'a fait avec Singapour, on l'a fait avec le Vietnam, on l'a fait avec les 10 pays d'Amérique centrale, on l'a fait avec le Pérou, la Colombie, l'Équateur, on l'a fait avec l'Ukraine, on l'a fait avec tous les pays de la Méditerranée. Il y a une très grande partie du monde aujourd'hui qui reconnaît les indications géographiques européennes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et tout ça, alors que les États-Unis continuent un travail de sape, parce qu'eux sont radicalement opposés à notre système, et font pression systématiquement sur tous les pays pour qu'ils refusent de reconnaître les indications géographiques européennes. Et on obtient néanmoins cette reconnaissance de la part de ces pays. Il y a un gros enjeu en ce moment dans une négociation sur les indications géographiques avec la Chine, précisément, où les Américains essayent de faire pression par derrière, et où on parvient à faire reconnaître nos produits, leur qualité et les signes de qualité qui les défendent, ce qui est absolument fondamental. Donc, c'est pour ça que je voulais passer un petit peu de temps sur ce point, parce que le fait qu'on continue à présenter de manière négative ou à relativiser ce qui a été fait à travers cette politique sur les indications géographiques est quelque chose qui est fondamentalement gênant. Peut-être juste 2 commentaires sur les États-Unis, puisque c'était l'objet de la discussion.
Sur est-ce que l'Europe a les moyens d'engager un conflit commercial sérieux avec les États-Unis? L'Europe ne souhaite pas engager un conflit commercial sérieux avec les États-Unis. Toute la politique européenne l'année dernière a été d'éviter un conflit commercial sérieux avec les États-Unis. On l'a fait de deux manières. Un, en défendant fermement nos intérêts sur l'acier et sur l'aluminium. On a répondu aux Américains. On a pris des contre-mesures qui sont réelles, qui sont effectives. Harley-Davidson a annoncé qu'il devait délocaliser une partie de sa production pour pouvoir continuer à servir le marché européen du fait des mesures européennes. Donald Trump était furieux de la décision d'Harley-Davidson. On est capable de défendre nos intérêts, mais on ne souhaite pas entrer dans une guerre commerciale qui est négative pour tout le monde. Aujourd'hui, les grands perdants de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est les États-Unis et la Chine. Et la CNUSED a fait une étude qui montre que c'est l'Union européenne qui en bénéficie aujourd'hui. Mais c'est les États-Unis et la Chine. On n'a aucune intention de rentrer dans une guerre commerciale. On veut éviter ça. On est prêt à se défendre parce qu'on considère que vis-à-vis des États-Unis, tout signe de faiblesse n'est qu'une incitation à continuer. Donc on a défendu nos intérêts sur l'acier et l'aluminium, mais toujours en tendant la main, en faisant preuve d'abord de responsabilité, en évitant de jeter de l'huile sur le feu, en évitant une rhétorique guerrière où on se fait plaisir, une escalade verbale qui mènerait justement à une escalade de mesures. Et surtout, on a toujours tendu la main pour trouver une solution de sortie de crise. Et là, déclaration conjointe qui a été adoptée le 25 juillet par Donald Trump et Jean-Claude Juncker, c'est quasiment mot pour mot la proposition, le plan que les Européens, les chefs d'État européens, au Conseil européen de Sofia, avaient mis sur la table au mois de mai. Donc on ne veut pas d'une guerre commerciale, on est capable de se défendre en cas de guerre commerciale, et pour l'instant, on est parvenu à éviter une guerre commerciale. Sur la question de la dépendance technologique, juste une petite remarque sur Huawei, qui est un énorme sujet en ce moment sur le 5G. Il y a énormément de difficultés partout dans le monde avec Huawei, qui est le plus compétitif constructeur chinois et mondial de systèmes de télécommunications, qui en France est très bien positionné, notamment avec Bouygues Télécom et SFR pour installer la 5G en France, ce qui pose un problème fondamental en matière de sécurité. Il y a des réflexions au niveau européen qui sont essentielles sur ce sujet-là. Les États-Unis ont pris des options très dures contre Huawei. Il y a une des principales dirigeantes de Huawei qui est en prison aujourd'hui aux États-Unis, qui profite de l'éviction de Huawei du marché sur le plan économique. Et là, on parle d'installation de 5G et de systèmes de télécom avec des enjeux économiques qui sont considérables. Ce n'est pas les entreprises américaines, c'est Ericsson et Nokia Systems, qui sont les deux grands concurrents de Huawei et de ZTE côté chinois. Donc on a évidemment une infériorité sur le plan numérique dans certains domaines, mais il y a d'autres domaines où il ne faut pas non plus sous-estimer les intérêts et les capacités, encore une fois, européennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, qu'il ne faut pas aller de l'avant, qu'il ne faut pas se mobiliser. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer nos forces de manière trop caricaturale. Et y compris aujourd'hui dans les discussions, le triangle États-Unis, Chine, Europe, l'Union européenne n'est pas du tout une simple spectatrice. On est investi dans une coopération trilatérale avec les États-Unis et avec le Japon sur la Chine, qui est extrêmement ambitieuse. On a fait des propositions communes à l'OMC à l'automne dernier. On va en faire à nouveau au mois d'avril prochain sur des questions aussi fondamentales que des questions de subventions industrielles. Et on a notre propre track de négociation, notre propre dialogue avec la Chine. Et notamment le sommet Union européenne-Chine qui aura lieu le 9 avril prochain sera particulièrement important de ce point de vue-là. Voilà, je m'arrête là. Merci M. Boursieux. Donc peut-être qu'il y a des questions dans le public, éventuellement. Madame d'abord, et puis... Oui. Alors, Monsieur Édouard Boursieux, vous avez parlé de champagne américain tout à l'heure. J'ai été choquée. Ah, moi aussi. Le champagne est une appellation française protégée par le CIVC, qui est le syndicat le plus ancien, qui a plus de 50 ans, pour protéger cette appellation.
Alors, vous nous parlez d'appellations géographiques protégées. Je veux dire, le champagne, c'est quand même pour nous un produit. Mais on est complètement d'accord, madame. C'est précisément ce que je disais. Le champagne, c'est une appellation d'origine contrôlée française qui correspond à une méthode, à une région bien particulière, qui est parfaitement protégée en Europe et qui maintenant est... Non, en France. Non, le champagne, je suis désolée. En France et en Europe, qui est protégé, oui, bien sûr. Oui. Qui est protégé partout en Europe. Français, bien sûr que c'est un produit français, mais c'est l'appellation française qui est protégée partout en Europe. Il n'y a aucun producteur européen de vin blanc pétillant qui peut mettre une étiquette champagne. Le Prosecco, c'est du Prosecco. Le Cava, c'est du Cava. Aucun producteur européen, italien, espagnol ou autre ne peut mettre une étiquette champagne sur ses bouteilles et les vendre en Europe. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose au Canada, au Japon, en Corée du Sud, au Pérou, en Colombie, en Ukraine, en Tunisie, dans les pays d'Amérique centrale, presque partout dans le monde, grâce aux accords commerciaux qu'a négocié l'Union européenne. Il y a un endroit où ce n'est pas le cas, c'est les États-Unis. Les États-Unis, où les producteurs de vin blanc pétillant californiens continuent, ça vous choque, mais ça me choque aussi, mais c'est pas moi qui le fais, c'est moi je le dis parce que c'est la réalité, continue à produire un vin blanc pétillant qui est étiqueté champagne californien. Non, c'est pas possible, parce que actuellement le CIVC, dans la Napa Valley, au nord de San Francisco, vous avez une zone de production de vin mousseux qu'ils appellent méthode champenoise, mais le CIVC, est, depuis plusieurs années, est justement engagé des poursuites judiciaires pour enlever le mot méthode champenoise. Mais en l'occurrence, c'est les maisons de champagne de la région de Reims qui ont investi dans la Napa Valley. Plusieurs maisons ont pu investir, donc il y a même des Français qui sont là-bas. Mais le mot champagne est hyper protégé. Donc ça ne s'appelle pas du champagne dans la région californienne, je suis désolée. Je suis désolée. On va pas ma famille est champenoise, donc sur ce sujet. Le fait est que la politique européenne vise à protéger partout dans le monde les appellations d'origine européenne contre les usurpations. Et des usurpations, il y en a. On va prendre quelques questions d'un coup et puis après on laissera les intervenants y répondre. Oui, c'est pas l'objet de ma question, mais j'ai vu du champagne indien, j'ai vu du champagne en Australie, c'était même du Moët et Chancon, un truc comme ça. Ils avaient changé une lettre, quoi. Donc il n'y a pas que les Américains qui font ça. Mais c'est pas l'objet de ma question. Vous parlez de l'Europe qui se défend bien. Vous avez un discours très positif et qui m'a fait grand plaisir. Mais il y a quand même beaucoup de services. C'est pas pour parler des services qui sont délocalisés. Pardon, je parle notamment des hotlines téléphoniques qui sont en Afrique, notamment en Afrique du Nord. Et par ailleurs, les normes bio, qui sont, paraît-il, fantaisistes dans pas mal de pays extérieurs, notamment en Amérique latine et pour tous les produits exotiques ou en Afrique. Donc je voulais savoir ce qu'il en était exactement. Est-ce que les normes bio européennes sont respectées quand on importe des ananas et autres produits ou du café qui viennent hors d'Europe? Et que c'est écrit bio dessus, est-ce que ça correspond au bio européen? Est-ce qu'il y a une autre question qu'on prendra en même temps? Monsieur? Oui, bonjour. Ma question concerne les armes économiques dont se sont dotés les Américains, et je veux faire référence ici à l'utilisation du système judiciaire américain pour déstabiliser des entreprises européennes. Et là, je fais référence à Alstom ou Airbus plus récemment. Et je voulais savoir si l'Europe élabore une doctrine en matière de guerre économique, et si oui, comment? On prend une dernière question, monsieur, oui, s'il vous plaît. Oui, ça va un peu dans le même sens. J'apprécie l'équilibrage que fait monsieur Bourcieux sur les forces entre les États-Unis et l'Europe. Mais que pensez-vous à ce moment-là de tout ce qu'on peut imaginer, le lobbying que font les États-Unis pour vendre des chasseurs américains, les ingérences qu'ils peuvent faire ou le lobbying qu'ils peuvent faire pour combattre le Nord Stream 2, toutes les fake news aussi qu'ils font avec les affaires Mercer, etc. Même hier encore, Donald Trump faisait des déclarations sur le Brexit. Qu'est-ce que vous pensez de ce rééquilibrage? Est-ce que c'est pas un peu trop beau ce que vous nous avez dit?
Peut-être par rapport à ce que vous avez dit à la toute fin sur le trop beau, moi je voudrais pas non plus. Je prenais juste le contre-pied d'une vision qui est très prégnante en France, qui est très négative et apocalyptique, effectivement, comme vous le dites. Donc pour équilibrer un petit peu la vision, ça ne veut pas dire que les choses sont parfaites, hein, très loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. On vient de publier cette semaine une communication sur la Chine, par exemple, au niveau de la Commission. Donc un nouveau papier de stratégie sur la Chine qui durcit considérablement notre politique par rapport à la Chine, qui sera discuté la semaine prochaine au Conseil européen par les chefs d'État et de gouvernement. Il y a d'énormes enjeux, hein. Et il y a encore, par exemple, sur les marchés publics vis-à-vis de la Chine, il faut absolument pouvoir se doter d'un instrument que la Commission européenne a mis sur la table en 2013. Donc ça fait maintenant 6 ans que c'est coincé au Conseil parce que les États membres, au Conseil des ministres, parce que les États membres ne sont pas d'accord, et notamment l'Allemagne a bloqué jusqu'ici. L'Allemagne est heureusement en train de bouger sur ce sujet pour permettre d'avoir un rapport plus équilibré avec la Chine dans les marchés publics. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans beaucoup de domaines. Mon propos n'est pas de dire que tout va très bien et tout est parfait, hein. Au contraire, il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est de dire qu'on a de véritables capacités de nous défendre, et que si on s'en donne les moyens, on peut tout à fait tirer notre épingle du jeu. Il reste qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux. Sur les chasseurs américains, il y a un vrai sujet autour du développement d'une défense européenne. Ce ne sera pas fait. On a fait plus de progrès en matière de défense européenne dans les 5 dernières années que depuis 70 ans. On est encore très loin d'avoir une véritable défense européenne. Il y a encore énormément de choses à faire. Et tant que ce sera pas fait, il y a beaucoup de pays, notamment à l'est de l'Europe et face à la Russie, qui seront extrêmement sensibles au bouclier américain, qui seront prêts à beaucoup de choses pour garder ce bouclier américain. Donc c'est plutôt un appel à faire des choses plutôt que de la complaisance en la matière. Nord Stream 2, c'est vraiment un sujet compliqué, notamment parce que c'est un sujet qui divise les Européens, où il y a une politique allemande qui n'est pas forcément partagée par beaucoup de pays à l'est de l'Europe, justement, qui n'apprécient pas tellement cette relation entre l'Allemagne et la Russie. Ça, c'est une faiblesse dans notre dispositif. Les Américains jouent leur propre jeu. On n'a pas à céder au chantage américain, mais effectivement, c'est pas un sujet facile, et c'est un sujet où il y a beaucoup d'enjeux. C'est la même chose sur la question de l'extraterritorialité du droit américain. Il y a de vrais enjeux qui sont liés à ça. On a vu ce que ça donnait concernant l'Iran. Concernant l'Iran, il y a c'est à la fois un vrai problème, notamment sur le plan économique. Mais la question la plus fondamentale concernant l'Iran, c'est l'accord sur le nucléaire iranien, qui est vraiment une question gigantesque en termes de sécurité collective. Et là, il faut reconnaître que les États-Unis, en se retirant de l'accord iranien, en imposant des sanctions à portée extraterritoriale aux autres membres de l'accord avec l'Iran, ne sont pas parvenus, malgré tous leurs efforts, à tuer l'accord avec l'Iran. Et au contraire, l'Union européenne, la Russie et d'autres sont parvenus à garder cet accord, encore une fois fondamental du point de vue de la sécurité collective, à flot, contre l'avis des États-Unis. On a rarement vu une affirmation aussi forte que celle de Federica Mogherini, la vice-présidente de la Commission, haute représentante pour la politique étrangère, que vis-à-vis des États-Unis sur l'Iran, a refusé le diktat américain en la matière. On n'aurait pas forcément eu la même chose il y a un certain nombre d'années. Après, c'est une question vraiment compliquée. On a un règlement de blocage à l'échelle européenne, une loi de blocage qui a été activée. Ce n'est pas suffisant, il n'y a pas de solution miracle. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont conçu tout récemment un véhicule dédié pour permettre d'avoir des échanges des échanges légitimes entre les entreprises européennes et l'Iran, sans risquer de sanctions de la part des États-Unis. C'était un signe d'affirmation extrêmement fort de la part des Européens. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui a fait ça, hein. Aucune autre partie de l'accord iranien qui a fait ça. Donc ce véhicule dédié qui commence à être mis en place et qui a permis justement le maintien de l'accord avec le nucléaire iranien. Mais il n'y a pas de réponse simple et facile. La réponse, elle tient notamment dans l'affirmation du rôle international de l'euro à
à moyen terme. Il faut développer le rôle international de l'euro. La Commission a adopté une communication en décembre de l'année dernière, donc c'est tout récent, pour renforcer et développer le rôle international de l'euro face au dollar. Ça aussi, c'est quand même une forme d'affirmation qui est nouvelle. Il faut qu'on se dote des moyens de développer le rôle international de l'euro. Ça veut dire beaucoup de choses. Finir l'union bancaire, finir l'union des marchés de capitaux à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de dispositions qui doivent être à prendre. Ce ne sera pas fait du jour au lendemain. Mais là, il y a un programme pour les années qui viennent, encore une fois, d'autonomie stratégique européenne qui est assez fondamentale et qui nous permettra de répondre de manière plus effective à cette extraterritorialité des lois américaines. Sachant que de notre côté, on fait aussi de l'extraterritorialité sans le dire très fort. Et très rapidement sur les autres questions, sur le bio, je n'ai pas de connaissances très précises. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec le bio de pays, notamment d'Amérique latine. Je sais qu'il y a eu des évolutions par rapport à ça, mais je n'ai pas d'informations très claires sur ce qui s'est passé exactement. Et sur le champagne qu'on peut trouver, contrefait, qu'on peut trouver en Inde ou en Australie, c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'on a des négociations commerciales avec l'Inde qu'on n'a jamais conclues, parce que le compte n'y était pas. Donc on n'a pas d'accord commercial aujourd'hui avec l'Inde qui permet de protéger de cette manière-là nos indications géographiques. On a en revanche des négociations en cours avec l'Australie, où évidemment les indications géographiques et l'appellation Champagne sont très hauts parmi nos priorités. Juste avant de conclure, on va écouter M. Vanel qui voudrait s'exprimer sur une question qui a été posée. En fait, je voudrais réagir aux propos de mon voisin. Il me semble que vous sous-estimez 3 phénomènes. Mais bon, c'est votre rôle, c'est normal, c'est la fonction de la Commission européenne d'affirmer la puissance de l'Union européenne, de défendre l'intérêt général. C'est tout à fait normal. Alors je vais prendre l'exemple du bio parce qu'il est assez symptomatique. Moi, quand je discute avec mes amis paysans, c'est pas le bio d'Amérique latine qui leur pose problème. Pas du tout. C'est ceux qui contrôlent le bio en Espagne. C'est-à-dire qu'on néglige l'hétérogénéité de l'espace économique européen. C'est systématique. Oui, l'intérêt de l'Union européenne est défendu, certes, mais en attendant, ça se fait au prix d'une augmentation de la polarisation et de la divergence à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc la question que je pose moi, c'est les forces centrifuges qui sont derrière ça. Alors effectivement, la Commission européenne, c'est pas son rôle de faire ça. D'abord, c'est pas dans les traités. Donc effectivement, c'est pas son rôle. Mais derrière ce travail de défense des intérêts de l'Union européenne, eh bien, elle est un peu désarmée pour empêcher les forces centrifuges. Donc ça, c'est le premier élément. Alors il n'y a pas que le cas du bio, mais il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas-là, qui sont comme ça. Alors effectivement, communiquer sur le fait qu'on exporte aussi vers les États-Unis quand on exporte vers l'Allemagne, communiquer sur l'importance des chaînes de valeur, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un élément, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été assez intéressant, qui montre que le premier partenaire commercial de la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est les États-Unis si on s'intéresse aux valeurs ajoutées. Alors effectivement, c'est un élément qui peut dire aux États, en particulier ceux qui sentent qu'ils sont lésés par le processus, qu'ils ont quand même un intérêt à s'allier avec l'Allemagne. Alors il y a un autre point qui me semble important, c'est la question de l'extraterritorialité du droit américain. Mais l'extraterritorialité du droit américain ne concerne pas l'Union européenne, elle concerne des entreprises. Les entreprises, elles ont bien compris ce qui se passait. Les entreprises qui peuvent commercer, les entreprises européennes qui peuvent commercer en Iran, elles ont immédiatement annoncé qu'elles arrêtaient leurs investissements. Alors que l'Union européenne se dote de mécanismes qui ne sont pas forcément des mécanismes communautaires, qui sont des mécanismes plutôt intergouvernementaux, certes, mais en attendant, les acteurs, Total, Safran, je ne sais pas que sais-je, ils ont bien compris que le danger à utiliser ces mécanismes qui effectivement sont dans les règles de droit américains, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas du dollar américain, sont quand même dangereux, en particulier sur les marchés publics, en particulier sur l'accès au marché aux États-Unis. Et donc la question c'est comment allez-vous convaincre les acteurs économiques européens d'utiliser les instruments de défense européens face à l'extraterritorialité du droit américain? Ça c'est une vraie question, comment on fait pour répondre à ça? Et puis la troisième question c'est sur l'euro, monnaie puissante. Excusez-moi, déjà depuis que l'euro est en place, le poids du dollar dans les échanges internationaux, écoutez-moi bien, il a augmenté. Il n'a pas cessé d'augmenter.
d'une part, et d'autre part, ça supposerait qu'il y a des euros qui sortent de l'Union européenne. Autrement dit, ça supposerait que l'Union européenne ait un déficit courant avec le reste du monde. Or, ce n'est pas le cas. On nous explique bien que c'est l'inverse qui se produit. Et donc, les acteurs économiques ne sont pas fous, ils ont besoin de liquidités, de monnaie internationale pour effectuer leurs échanges, et tant qu'il n'y a pas d'euros qui circulent dans le monde, ils utiliseront le dollar. Alors que l'Union européenne cherche à protéger l'euro, c'est très bien. Le problème, ce n'est pas l'Union européenne, ce sont les acteurs économiques. Et les acteurs économiques, eux, ils ont besoin pour commercer d'une monnaie qui est convertible et qui est disponible. Et pour le moment, cette monnaie, c'est le dollar américain. Merci beaucoup, on va terminer là. Merci aux intervenants d'être venus aujourd'hui. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir laissé beaucoup plus de temps que prévu et merci à vous d'être venus.